des sujets de l'immigration, c'est d'abord objectiver et rétablir la vérité des chiffres. Il n'y a pas une vague migratoire, toutes les statistiques le démontrent. Et nous, le Parti communiste, on est un parti internationaliste, donc on est pour l'accueil des migrants et des migrantes quand ils viennent sur notre territoire et de faire en sorte qu'on puisse, avec eux, élaborer une stratégie pour qu'ils puissent s'intégrer, travailler, pour que les enfants aillent à l'école. Il faut revenir à la réalité des phénomènes migratoires, qui sont un phénomène essentiellement structurel et pas conjoncturel, et qui n'est pas non plus lié à une vague migratoire ou à de fausses informations concernant des personnes qui arrivent sur notre territoire. Donc ça, c'est simplement être réaliste, connaître aussi tout ce que l'apport des migrations dans les phases successives qu'a connues l'humanité. Quand nous parlons d'immigration, avant de parler d'immigration, nous parlons d'humanité et nous parlons d'humains qu'il y a en face des situations de ceux qui sont obligés de s'exiler, de se déraciner, de s'arracher de leur territoire. Donc une obligation, un devoir d'humanisme à leur égard. L'immigration, moi j'ajoute une dimension de solidarité qui me paraît absolument indispensable, d'autant que la réalité des chiffres nous montre que le problème n'est pas de la gravité qu'on voudrait bien nous faire entendre. Allons aider ces pays à solutionner les problèmes à l'origine et n'attendons pas que ces gens-là soient à nos portes avec tous les problèmes que ça semble poser. Très simplement, sur les frontières, on propose une double protection, une double pont. La protection européenne aux frontières avec Frontex, de renforcer Frontex d'une part, et de traiter à la fois les droits d'asile, ça c'est normal, d'accueillir ceux qui sont en danger, mais également de permettre l'immigration choisie. La frontière, ce n'est pas une barrière, la frontière, ce n'est pas un mur, la frontière, c'est comme la peau, ça laisse passer ce qui est bon pour l'organisme. Et tous les pays du monde contrôlent leurs frontières. La frontière, c'est au contraire un argument et un instrument de paix. C'est ce qui permet de ne pas vivre dans un monde ouvert où règne finalement la loi du plus fort. Voilà, donc reprendre le pouvoir. C'est ça notre projet à Debout la France. On considère qu'il faut refonder l'Europe parce que l'idée européenne est une belle idée et que nous ne cesserons pas d'être européens parce que l'Union européenne a échoué. Et donc, ce que nous voulons refonder, c'est l'Europe des nations. Et cette Europe des nations, on veut qu'elle ait une priorité, c'est-à-dire protéger. Parce que le rôle de la politique, le rôle du pouvoir politique, c'est de protéger. Protéger nos citoyens, évidemment, nous protéger du terrorisme, nous protéger de nos frontières. Nous, on est pour renverser la table, pour changer le modèle économique, aller vers une économie de partage collaborative et une autre répartition des richesses. Et notamment, il y a deux leviers. La Banque centrale européenne qui peut réorienter sa création monétaire vers les services publics notamment. Et puis, il y a la fiscalité, une arme de destruction massive contre les fraudeurs et les profiteurs. Pour l'économie, eh bien, nous avons choisi Manon Aubry tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes, précisément parce qu'aujourd'hui, la machine est devenue complètement folle. L'évasion fiscale, c'est presque 1000 milliards en Europe, c'est 80 à 100 milliards en France. Et donc on voit bien que les lobbies économiques ne jouent pas du tout le rôle et que les intérêts privés ne sont jamais l'intérêt général. Il faut donc rétablir l'intérêt général et que chacun paye sa part. On souhaite une Europe plus juste en matière économique. Ça veut dire taxer les GAFA, par exemple. Ça veut dire aller vers un impôt qui soit le plus, j'allais dire, rapproché possible, en tout cas une conversion fiscale, mais aussi un SMIC européen, c'est-à-dire adapté à chacun des pays, évidemment, pour ne pas créer de perturbations, mais surtout qui tirera vers le haut tous les salaires minimaux, parce qu'on aura l'obligation d'avoir un SMIC pour tous les pays qui sera au moins de 50% du salaire médian. Il faut probablement aujourd'hui inverser l'adage qui autrefois était penser global, agir local. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser local pour agir global. Il faut redonner de l'espace aux citoyens, à la fois pour agir, mais aussi pour être une force de pression politique afin que le vivant soit préservé. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous devons réviser un certain nombre de traités, et notamment de renforcer ce qu'on appelle, alors c'est pas du protectionnisme, parce que nous sommes dans une économie mondialisée, et que face à la Chine, aux États-Unis ou aux Russes, nous ne pouvons pas rester seuls, mais nous devons pouvoir protéger notre économie en modifiant les traités. En matière économique, c'est exactement la même chose. Être capable, si on sort de ces mauvais traités, de mettre en œuvre des politiques de protection pour protéger nos industries, nos agriculteurs. D'ailleurs, on parle souvent
dans les débats des agriculteurs, des artisans, des commerçants, on oublie de préciser qu'il y a une catégorie qui est aujourd'hui protégée, c'est les acteurs. Les acteurs de cinéma, le monde de la culture est protégé, il y a une exception culturelle, et c'est très bien, mais c'est très protectionniste, et nous, on aimerait que ce qui est fait pour les acteurs, ça soit fait aussi pour les agriculteurs, les ouvriers, les commerçants, les artistes. Protéger notre économie, protéger nos marchés, protéger nos entreprises, protéger nos salariés, ce que font toutes les grandes zones, les autres zones économiques. Il n'y aura pas de transition écologique réussie s'il n'y a pas aussi la garantie d'une société qui assure les besoins primordiaux pour vivre. Et par exemple, nous, on est pour de sortir de l'économie marchande l'eau, l'énergie. Alors, transition écologique, il y a un véritable accompagnement. On dit qu'il n'y aura pas d'Europe écologiquement soutenable, on va dire, sans un accompagnement social. On voit que c'est un peu la résultante de ce qui s'est passé en France. Donc, véritablement, on n'impose pas aux Européens une transition écologique. Elle sera accompagnée par un plan ambitieux, un investissement massif qu'on appelle Green New Deal. Nous revendiquons une règle verte, dont aujourd'hui on ne peut plus décider une seule politique sans pouvoir imaginer qu'il faut qu'on restitue à la planète ce qu'elle est capable elle-même de pouvoir produire. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, la preuve c'est que nous sommes encore dans une fuite en avant avec une augmentation des gaz à effet de serre. Donc il faut mettre un arrêt à cela et la règle verte doit être la règle européenne avec un tribunal qui sanctionne les pays qui ne respectent pas cette dérive climatique. On a aujourd'hui une vraie conscience écologique sur laquelle on veut insister, mais en prenant en compte les réalités économiques du moment. Ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait un pacte, de la même manière qu'on a un pacte de stabilité, qu'on ait un pacte écologique qui engage en fait toutes les décisions de l'Union européenne, Commission, Parlement, en matière écologique. Et donc ça voudra dire pour le budget, un budget qui sera 100% compatible aux accords de Paris. Notre liste s'appelle Pour le climat. En fait, à travers un plan pour sauver le climat et pour répondre aux enjeux du changement climatique, on va toucher tous les domaines, puisqu'il nous faut impérativement changer de modèle économique, modèle agricole et modèle social. Donc je pense qu'à travers tous ces points-là, on peut toucher aussi bien la santé, l'agriculture, les jeunes, etc. Donc nous avons bâti notre programme sur 5 piliers. D'abord, c'est évidemment faire un traité environnemental qui surplombe toutes les questions économiques et sociales et qui prime sur les lois de la finance. Deuxièmement, nous voulons réformer la PAC, l'agriculture, vers un 100% bio en Europe à l'horizon 2050. Et nous voulons également rapprocher le citoyen de l'Europe à travers notamment la création d'une haute autorité de la transparence, puisqu'à ce jour le poids des lobbies est trop important. On ne peut pas laisser l'Europe bloquée telle qu'elle est aujourd'hui, avec des gens qui tirent dans un sens, le charbon, la Pologne, des gens qui tirent dans un autre sens, la France, le nucléaire, d'autres qui tirent vers le renouvelable, et en fait, à l'arrivée, rien ne bouge. Et ce que nous préconisons, nous, c'est de créer un club, comme à l'origine de l'Europe, à 6 sur l'énergie, et que par exemple, aujourd'hui, on crée un club à, je ne sais, 4, 5, 6, 7 peut-être, espérons-le, qui porterait une politique environnementale très volontariste, dont nous sommes convaincus, pour ne pas dire persuadés, que ça va apporter de l'emploi, que ça va apporter du pouvoir d'achat, que ça va améliorer la santé, bref, que ça va être extrêmement positif. La question c'est, est-ce que nous devons créer une banque européenne du climat? Est-ce que par exemple la BEI n'est pas déjà cet outil-là qui existe, puisqu'elle finance près d'un tiers des actions européennes, et nous voulons bien évidemment, puisque l'Europe est quand même plus vertueuse que les autres pays mastodontes que sont la Chine et les États-Unis. D'ailleurs les États-Unis, vous savez, sont partis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est permettre la réduction de la pollution de l'air, permettre la protection des espèces, et donc investir massivement dans une transition écologique qui ne soit pas punitive. Si on revient à des coopérations entre des nations libres, on va pouvoir agir justement sur ces 3 thèmes. On va pouvoir mettre en œuvre des politiques de transition écologique, puisqu'on sera plus soumis aux traités de libre-échange internationaux. On va pouvoir mettre en œuvre à 3-4 pays des grands projets européens, par exemple la recherche sur les fonds sous-marins, la recherche contre le cancer. On va pouvoir investir dans la transition écologique parce qu'on sera habile et capable de travailler à quelques-uns, ce qui aujourd'hui est aussi interdit par les traités européens, qui interdisent l'investissement public, qui sont uniquement en faveur d'une concurrence, ce qu'ils appellent libre et non faussée, mais qui en réalité est une ouverture à tous les désastres
que ce soit le désastre environnemental, que ce soit le moins-disant social. Protéger également notre environnement. Et ça revient également à arrêter cette course folle au productivisme et au libre-échangisme à outrance pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain qui sera probablement le modèle économique du XXIe siècle, c'est-à-dire le localisme. À chaque fois que l'on peut produire au plus près du consommateur et consommer au plus près du producteur. Est-ce que vous regrettez l'absence d'une union à gauche quand on voit l'idéal commun que vous poursuivez et l'état des sondages? Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets, hein. Je me place toujours en perspective. Donc aujourd'hui, c'est une décision qu'a compris les communistes dans un congrès de mener une liste avec une tête de liste, Yann Rossa peut-être que vous connaissez, et un nombre de candidats et de candidates. Alors pourquoi? Déjà parce que le mode de scrutin est plutôt favorable à ce qu'on présente une candidate et toute une liste entière. Oui, on regrette que l'union ne soit pas faite au moment de ces élections qui sont clés pour l'avenir de tous. On avait proposé à un moment une votation citoyenne. Bon, ça ne s'est pas fait, on ne va pas rester dans un regret éternel. On a évoqué les uns et les autres les possibilités importantes, cruciales d'alliance entre les partis de gauche écologistes au Parlement européen. Nous sommes plutôt très satisfaits de la liste que nous avons conduite jusque-là. D'abord parce que nous avons missionné un comité électoral avec des gens tirés au sort. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que notre tête de liste, elle vient de la société civile, d'une ONG. Nous avons M. Coronado qui vient d'Europe Écologie Les Verts. Nous avons M. Morel qui arrive du Parti Socialiste. Nous avons des syndicalistes. Donc nous avons une liste qui a déjà produit cette ouverture politique. Comment La République En Marche va-t-elle siéger au Parlement européen? Est-ce que certains pourront aller au sein du PSE ou au sein du PPE? Ou alors est-ce que vous allez tous siéger dans la LDE? Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ça? La réponse elle a été apportée par Nathalie Loiseau, c'est-à-dire qu'on va refonder la DALE, qui va mourir de sa belle mort, avant les élections européennes. Et on va refonder un nouveau mouvement centriste, ouvert à des personnes qui viennent de gauche, de droite, exactement ce qu'on a fait en France. Pouvez-vous nous expliquer ce que certains appellent un changement de cap de la part d'Europe Écologie Les Verts avec Yannick Jadot qui fait des déclarations prônant une écologie qui s'adapterait au marché? Pouvez-vous nous commenter ça? Je crois que c'est une mauvaise interprétation. Ce que nous voulons dire, c'est que nous ne sommes absolument pas pour une idéologie productiviste, que ce soit à droite ou à gauche. Quand il a parlé d'économie de marché, Yannick rappelle simplement que, par exemple, un agriculteur bio qui va venir sur un marché pour remplir une AMAP ou pour vendre ses fromages de brebis bio, eh bien, c'est une économie de marché. La seule chose, c'est que nous la voulons réguler. Nous ne voulons pas nous plier aux règles du capitalisme où le profit est mis en avant. Il faut le réguler. On trouve deux listes écologiques. Qu'est-ce qui vous distingue de vos adversaires qui sont Europe Écologie Les Verts? Peut-être que nous sommes différents sur le plan de cette prise de conscience que j'évoquais au tout début. Je dis bien peut-être. Ceci étant dit, Christine qui était là ce soir et d'autres que je connais sur le terrain, nous partageons beaucoup de convictions communes. Mais il a été aussi dit par tous les acteurs ce soir que pour demain faire changer les choses, il fallait prendre le pouvoir. Monsieur Bellamy a souvent parlé pendant les débats télévisés d'une rupture qu'il fallait exercer à l'échelle européenne. Mais comment les Républicains et la droite traditionnelle en général peuvent incarner une rupture, sachant que ça fait des années que le Parti populaire européen est au pouvoir en Europe? Parce que la force de conviction de la droite républicaine, qui s'inscrit dans un parti populaire européen qui certes a eu la majorité, mais le vrai problème, la réalité, c'est que c'est la France qui compte. Et si le gouvernement français, qui est aujourd'hui conduit par Emmanuel Macron et le Premier ministre, perd en influence, nous perdons en influence, nous les députés français, à l'intérieur du Parti populaire européen. N'étant pas forcément au plus haut dans les sondages, quelle rupture garantissez-vous aux citoyens qui vont mettre... C'est une très bonne question, parce que les citoyens se disent logiquement pourquoi aller voter pour une liste qui est présentée à 5-6% dans les sondages. Déjà, les sondages, on sait très bien à quoi ils servent, ils sont faits justement pour vous laisser à 6%. Donc il ne faut pas écouter les sondages, c'est l'élection, c'est le jour du vote qui fait le score. Mais l'élection des européennes, c'est précisément une des rares élections où il y aura un vote utile
pour toutes les listes. C'est-à-dire plus vous voterez pour Debout la France, plus nous aurons des élus. Et plus vous votez pour une liste, je ne sais pas, à gauche, plus elle aura des élus. Parce que c'est une élection proportionnelle à un tour. Est-ce que la restructuration du parti à la suite de la défaite des élections présidentielles de 2017 peut être bénéfique pour les élections européennes ? Clairement, elle a déjà clairement été bénéfique, cette restructuration, cette refondation d'ailleurs, car nous aussi nous sommes refondés, puisque regardez, il y a 6 mois, 1 an, on nous imaginait à 16 à 17% dans les sondages. Aujourd'hui, ça y est, on est en tête. Aujourd'hui, le Rassemblement national va être le premier parti de France à l'issue de ces élections européennes. Comment ça s'est passé pour organiser toute cette conférence, parce que ça ne devait pas être rien à organiser? Oui, ça nous a pris beaucoup de temps. On a étalé ça sur 2 mois. On a essayé de se répartir les tâches pour essayer de convoquer les invités. On a essayé également de trouver plusieurs salles. On a eu des refus malheureusement. Donc ça a été quelque chose de difficile, mais on a réussi à finalement organiser une conférence avec 9 invités et dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre Mistral en fac de droit et lettres. Donc on est très heureux d'avoir réussi cet événement. Pour nous, c'est une réussite. Oui, c'est vrai que c'était pas évident. On a voulu inviter, à la base, 6 partis, et puis avec le jeu politique, on va dire, on est arrivé à 9, on aurait même pu arriver à 12 si on avait accepté les dernières demandes de certains autres partis. Il fallait être réaliste, c'était pas évident de gérer 9 candidats en même temps, et donc c'est vrai que on a un peu galéré à la fois pour la préparation et à la fois pendant le débat, mais au final je pense que le résultat est vachement positif. Pourquoi vous pensez que c'était important pour vous, étudiants de Sciences Po, d'organiser cette conférence débat ce soir avec ces élus? Alors les élections européennes, pour nous, c'est très important, c'est le dimanche 26 mai, et il fallait qu'une association s'empare de ces élections et puisse mettre en avant une volonté de réunir les jeunes autour d'un élément commun qui serait donc l'Union européenne. Ce genre d'événement, en ramenant une bonne centaine de personnes dans un amphithéâtre avec 9 candidats et une pluralité politique plutôt conséquente, je pense que ça accentue le jeu démocratique et que c'est à des étudiants de Sciences Po et à une association comme Liberté d'Expression de faire ce genre de pas.